Bonsoir Monaco Info. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Deux faits marquants cette semaine. Marie-Pierre Gramaglia, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, a quitté ses fonctions ce mardi. Elle a dressé sur notre antenne le bilan de ses 10 années à la tête de ce département. Sa successeur, Céline Caronda-Gioni, a pris part à son premier conseil de gouvernement le 1er septembre. La rentrée a également été au cœur de nos JT cette semaine avec Isabelle Bonal qui nous a présenté les grandes lignes de cette nouvelle année. Culture, plaisance, commémoration auront également fait partie des thèmes abordés. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Oui, bien sûr, c'est une émotion particulière après une tranche de vie de plus de 10 ans. C'est avec un petit pincement au cœur que je pars. Tous les chantiers de la principauté sont emblématiques. On est sur un territoire exigu. C'est très compliqué de construire à Monaco. Il y a peut-être effectivement un chantier dont je suis un peu plus fière que les autres. Je venais d'arriver au département, c'était en 2011. Il fallait prendre une décision rapide de faire ou pas le tunnel descendant Albert II. Et la conjoncture économique nous disait plutôt il faut attendre parce qu'on va aller dépenser plus de 100 millions pour la réalisation de cet équipement. Mais si les travaux ne commençaient pas au mois d'octobre, on perdait le bénéfice de la déclaration d'utilité publique. Et j'ai vraiment, avec mes équipes, défendu ce dossier. Je suis très fière aujourd'hui que ce tunnel existe, car c'est un élément clé pour la mobilité et l'accessibilité de la principauté. Et en plus, j'allais dire, une femme qui vient à ce poste-là, c'est pas si simple que ça. Il y a 10 ans en arrière, c'était une fierté d'être parmi tous ces hommes? Alors c'était une fierté, c'était un challenge surtout. Et c'était une grande marque de confiance de la part du souverain. Et vraiment, je suis très reconnaissante, car ça a été 10 années extraordinaires. Enfin, c'est un département où on sait que le conseiller va prendre des coups, ça fait partie du job, on l'assume, c'est pas grave. Le but, c'est de trouver un équilibre entre la construction du Monaco de demain et le fait de réduire au maximum les nuisances sonores, de poussière, de bruit, de tout, par rapport aux riverains. On a essayé d'être un maximum à l'écoute de ces riverains. Le Monaco idéal de Marie-Pierre Gramaglia, c'est quoi? C'est une ville piétonne avec des grands parkings à l'extérieur, un téléphérique, un métro, des navettes dans 10 ans, un peu partout, maritime? Non, c'est une ville où j'espère qu'il n'y aura pas trop de tours parce qu'il faut qu'on puisse garder un peu de soleil dans nos rues. C'est une ville où il y aura des espaces verts. On a lancé la stratégie nationale de la biodiversité où on développe la renaturation de la ville pour essayer de faire de plus en plus des coins jardins, des jardins suspendus, de la verdure dans les différents immeubles. Et à Monaco, où il fait bon vivre, où il y a un équilibre entre l'urbanisation et la qualité de vie. C'est pas moi qui ai pris la décision, hein. C'est donc le souverain qui a nommé Céline Caron. Et depuis que cette nomination est officielle, nous avons partagé sur les dossiers en cours au sein de ce département. Mais je connais Céline depuis pas mal d'années, c'est une amie. Donc je lui fais entièrement confiance pour l'avenir de ce département. Elle est belle cette principauté derrière nous? Elle vous plaît aujourd'hui, dans son urbanisme, dans sa construction? Elle me plaît, mais elle n'est pas terminée, elle est en devenir, c'est une transformation. Je pense que ces 10 années ont vu beaucoup de constructions prendre naissance, se terminer, des nouveaux équipements ont été livrés. Elle n'est pas terminée, dans quelques années, on aura une très belle principauté. Il y a des projets, évidemment? Des projets que je garde secrets pour l'instant. Alors l'anxiété, effectivement, c'est un enjeu d'essayer de jouer sur la diminution de l'anxiété chez l'enfant, parce qu'on sait que l'anxiété, c'est pas forcément quelque chose de bon pour le cerveau de l'enfant et pour les apprentissages de l'enfant. Et donc l'enjeu, c'est d'en parler finalement. Et effectivement, souvent, on oublie un peu de parler avec ses enfants, d'anticiper ce que sera la rentrée. Et l'anxiété, elle vient souvent chez l'enfant ils ont du mal à gérer l'ambiguïté, les enfants. Ils ont du mal à gérer le manque d'informations. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de créer des routines, parce que les routines, c'est sécurisant pour un enfant. On recommence à se coucher un peu plus tôt. Le matin, on se met en situation de rentrer dans les apprentissages avec l'enfant. Et tout ça, ça va le sécuriser. Évidemment que les enfants doivent continuer à apprendre à lire et à écrire et à compter. Mais avant tout, ce qu'ils doivent apprendre pour être des citoyens finalement adaptés à la société et dans le monde de demain, c'est évidemment d'apprendre à apprendre. C'est finalement d'être en capacité de s'adapter. Et
Apprendre à apprendre, ça se fait dans tous les gestes de la vie quotidienne. On peut pédagogiser la vie quotidienne avec son enfant, faire par exemple un gâteau avec son enfant. C'est déjà une façon de lui apprendre les maths, c'est une façon de comprendre les proportionnalités. Et donc, si on s'amuse à pédagogiser comme ça la vie quotidienne, finalement, on va armer nos enfants avec des compétences pour apprendre. Dans l'ensemble, les parents sont confiants. On est à quelques jours de la rentrée scolaire, on attend les informations que les chefs d'établissement, que l'Éducation nationale, que le gouvernement va nous donner. Mais pour le moment, tout le monde est confiant. Notamment, est-ce que ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés auront le traitement de faveur en cas de cas contact, en cas de Covid dans une classe? Ça, c'est une question qui est revenue. Une petite crainte aussi à savoir, est-ce que le vaccin sera obligatoire ou non? Voilà, ça c'est une deuxième chose. Question sur le sport aussi, comment se déroulera les cours de sport, en extérieur, en intérieur? Masque ou pas masque? Je suis confiante. Nous avons beaucoup travaillé cette rentrée scolaire. Vous pouvez imaginer, c'est comme une collection de, je peux dire, 6 mois à l'avance, 6 mois de préparation pour que nos 5715 élèves puissent rentrer lundi matin. Pour ce qui est de l'éducation physique, en intérieur, ils porteront le masque dès la classe de CP. Et pour ce qui est de l'éducation physique en extérieur, bien entendu, ils pourront enlever le masque. Nous n'avons pas imposé la vaccination. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Absolument. Pas de vaccination pour le moment. Ce n'est pas obligatoire. Pour les élèves? Pour les élèves, ni même pour les professeurs, ni les personnels. Ça, c'est un acte libre. S'ils veulent se vacciner, que ce soit pour les monégasques, pour les résidents, pour le personnel qui travaille en principauté, pour les enfants qui sont âgés de plus de 12 ans, ils peuvent se faire vacciner au centre de vaccination de la principauté. Mais ce n'est pas une obligation et il n'y a pas non plus d'obligation du pass sanitaire. Si nous avons un cas Covid, à ce moment-là, toute la classe est mise en éviction. Pourquoi? Les enfants de maternelle ne portent pas de masque. Les enfants ne peuvent pas avoir non plus de PCR. On ne va pas les traumatiser avec ça. Pour les classes primaires, si 3 cas de Covid sont avérés, à ce moment-là, il y a immédiatement une enquête épidémiologique qui est faite et c'est la DASA qui va nous dire ce qu'il faudra faire. Soit on fermera la classe, on mettra des élèves en éviction, mais ça, il appartient aux affaires sociales de nous dicter notre conduite. Il n'y aura aucune distinction de fait entre les vaccinés et les non-vaccinés, ceux qui ont le pass sanitaire ou qui ne l'ont pas. 2 grandes expositions. Giacometti, on a finalement 32 500 visiteurs qui sont venus l'admirer. Une grande satisfaction pour nous. Je rappelle que, par exemple, pour Bacon, on avait dans une situation normale 36 000 visiteurs. On n'était pas dans la normalité début juillet. Début juillet, on avait l'annonce de cette 4e vague qui a quand même été un poison, je dirais, pendant tout le mois de juillet en termes d'incertitude. Une volonté de travailler sur les principales préoccupations qui sont évidemment la sécurité, la propreté des pontons, le stationnement des véhicules. Ça, c'est une vraie préoccupation parce que dans n'importe quel port, à proximité des bateaux, vous avez toujours du stationnement. Oui, avec des barrières comme au port de Cap d'Aille ou au port de Saint-Laurent-du-Var, par exemple. Exactement. Dans toutes les marinas aujourd'hui, vous avez des accès pour les automobilistes qui ont l'abonnement annuel de bateau. À Monaco, ce n'est pas le cas, donc c'est un petit point de discussion encore avec le gouvernement. J'espère qu'on va arriver. L'idée, c'est d'être raisonnable là aussi, c'est d'arriver à trouver un petit forfait, un abonnement mensuel en complément évidemment du tarif de la place de port. Il n'est pas question d'avoir quelque chose de gratuit, mais c'est de pouvoir rapidement accéder à son bateau. Et quand vous descendez au bateau, vous savez très bien que vous descendez avec des glacières, avec des enfants, avec tout le monde. Donc oui, la place de port à côté, elle est plus qu'indispensable. On peut parler de succès, car le contexte sanitaire, comme vous le précisez, est délicat et le concours affiche complet. Je pense que la pétanque féminine, malgré un contexte sanitaire, comme vous le précisiez, est en plein essor. Le niveau de jeu des féminines allie élégance et qualité. Mais il n'y a pas autant de différence entre la pétanque féminine et masculine qu'on pourrait la retrouver dans d'autres sports. Non, malheureusement, l'année 2021 a encore été une année quasiment blanche. Seules les grosses compétitions, comme le Ducasse Challenge ou d'autres gros concours nationaux ou internationaux, ont lieu, alors que les compétitions départementales ou régionales qui ont lieu tous les week-ends, malheureusement, ont été supprimées. Le 3 septembre 1944, c'est effectivement la date de la libération
Monaco de l'agglomération, hein, on pourrait dire, puisque ça concerne aussi les communes limitrophes, hein, notamment à Cap-d'Agde. On sait qu'il y a une célèbre avenue du 3 septembre. C'est le jour, lorsqu'on se lève ce matin-là, les Allemands ont quitté la ville hein, de Monaco, l'agglomération, et donc c'est effectivement un jour de délivrance pour les Monégasques, un jour qui permet de tourner en partie la page des heures sombres. Donc c'est un moment compliqué aussi parce que les combats, même si le 3 septembre Monaco est libéré, ne sont pas terminés. Il va y avoir encore plusieurs semaines, même plusieurs mois de conflits, de difficultés. Mais on voit quand même le bout du tunnel à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette date est importante pour Monaco, parce qu'elle marque la fin des hostilités d'une certaine manière. La libération n'est pas venue des élites, elle est venue plutôt du peuple, hein, dans une sorte de lien qui va s'opérer entre des résistants de l'intérieur, monégasques, beausoleillois, cap-d'Aillois, et il va y avoir effectivement petit à petit des réseaux qui vont se mettre en place et qui vont agir en 1944 pour œuvrer dans ce moment particulier de la libération du 3 septembre. Il va y avoir là même une discussion en 1944 sur l'éventuelle annexion de la principauté de Monaco par la France. C'est ce que voulait notamment le commissaire de la République du Sud-Est, Raymond Aubrac, le célèbre résistant Raymond Aubrac, qui avait envisagé que pour punir la principauté de ses actes de collaboration, eh bien, la principauté disparaisse. Eh bien, le général de Gaulle a refusé et a laissé Monaco fonctionner avec une forme d'alliance ou de discussion avec le prince Louis II, qui était de faire en sorte que son fils héritier, Régnier, s'engage en 1944 dans l'armée française. Et ce qu'il fera, il va s'engager dans un régiment de tirailleurs algériens. Il va aller combattre à ce moment-là et avoir la croix de guerre. Hein. Donc Monaco a acheté une forme de rédemption par ce biais-là. Il y a dans ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale beaucoup à puiser pour notre présent en termes de comportement, en termes d'analyse. Et c'est pour ça que cet événement, cet épisode du 3 septembre est un moment important qu'il faut garder dans les mémoires. C'est pour ça que cette commémoration vient toujours à point nommé. Et avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé aujourd'hui par Alexandra Salustri. Ça lui apprendra. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info et bonne rentrée.